Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien en ces moments de coronavirus et je vous remercie d'avoir eu le temps de prendre part à ces soutenances. Donc, l'objectif de ces soutenances, c'est que les candidats présentent la quintessence de leur travail. Je voulais, avant de passer la parole à Samy, euh, vous dire effectivement que ces soutenances s'inscrivent dans le cadre de la formation en DevOps. La première promotion qui a commencé en janvier et qui a terminé le mois dernier. Donc, ça a été éprouvant, ça a été difficile, mais quand on voit le travail qu'ils ont abattu, ça montre effectivement que l'impossible n'existe pas. Donc, on a eu 4 mois, on a eu à voir les architectures DevOps, on a vu l'intégration continue, les déploiements continus, le DevSecOps, bref, qui sont en réalité des domaines de l'informatique extrêmement demandés sur le marché. Ça veut dire qu'avec ces compétences-là, je suis convaincu que les personnes que vous verrez soutenir aujourd'hui et les prochains jours n'auront pas de mal à s'intégrer dans un environnement professionnel de type DevOps. Donc, après avoir dit cela, je n'ai quand même à dire deux mots. Donc, aujourd'hui, c'est Samy qui va présenter. Il s'est fait remarquer par son aptitude et son travail acharné. Je suis très content de lui. Et aussi, bien sûr, content de ceux qui vont présenter très bientôt, mais le moment venu, je le dirai également. Donc, il a constamment contribué sur des projets sur lesquels je travaillais, en apportant des modifications à mes stacks, en corrigeant des choses qui n'allaient pas, et surtout en m'écrivant en m'écrivant des messages, même à 2 heures du matin quand il avait des problèmes. Voilà. C'est extrêmement intéressant. Et sur ce, je vais donner la parole à Samy. Donc, à toi le pouvoir. Yes. Alors, bonsoir à tous. Merci Diran pour cette petite introduction. Alors, je vais partager mon écran. Donc, vous me dites dès que vous voyez bien. Oui, on voit. Ok, bon, bah, comme tu l'as dit, je vais présenter aujourd'hui le projet final qui s'intègre, enfin qui s'inscrit plutôt dans ce parcours de formation DevOps. Donc, après 4 mois de formation, on va dire qu'on est amené à pouvoir faire des choses assez complètes. Alors, voici en fait la présentation que je vais mettre en place. Donc, ce sera la présentation du projet, les outils utilisés, le schéma de l'infrastructure, la description du pipeline et en fin de compte, on terminera par des questions si vous en avez. Dans un premier temps, je vais commencer par vous montrer d'abord plutôt sur AWS que j'ai qu'un seul serveur pour l'instant. Donc, c'est mon serveur master, où se trouvent les outils tels que GitLab, Jenkins et JMeter. Je vais vous montrer aussi les security groups qui sont pour l'instant vides, à part celle qui est par défaut et celle attribuée au serveur GitLab. Et je vais lancer ma pipeline parce qu'elle prend un petit peu de temps. Du coup, je vais la lancer en parallèle, je vous ferai la présentation et on reviendra au fur et à mesure sur celle-ci. Alors. On va éditer un fichier histoire de pouvoir committer notre code. Ok. Est-ce qu'il pourra avoir des zooms de temps en temps pour qu'on puisse voir le fichier, même si c'est 2 secondes et qu'il y aura les enregistrements? Oui, pas de souci. Je vais à côté, j'ai aussi le comment ça s'appelle? J'ai le fichier en fait comme ça. Donc si vous voyez mieux ici. Donc là, je simule une modification en fait. C'est juste pour communiquer mon code et pouvoir lancer le pipeline. Là, je commit les changements et je les pousse.
Voilà, on va pouvoir brièvement regarder que le pipeline se met bien en place. Et donc, on y reviendra au fur et à mesure de la présentation, parce que c'est un petit peu long. Voilà, alors on va commencer par les outils utilisés. La présentation du projet, puis les outils utilisés. Alors, la présentation du projet, il s'agissait de mettre en place une chaîne d'intégration complète continue et de déployer une application web en Python et avec une base de données de type MySQL. Donc, mettre en place une intégration complète afin de déployer ce type d'application. Donc, les outils utilisés. Alors, nous avons utilisé AWS, Amazon Web Services, notamment le service EC2, pour déployer nos différentes machines virtuelles. Nous avons utilisé aussi le service CloudFormation pour provisionner la stack du serveur Jenkins et GitLab, ainsi pour privilégier l'infrastructure as code. Nous avons aussi utilisé l'IAM, donc l'Identity and Access Management, permettant de gérer les droits des différents utilisateurs et de justement pouvoir lancer les stacks CloudFormation. Et aussi AWS CLI qui est très important parce que moi, en fait, j'utilise mon compte personnel AWS et pas AWS Educate parce qu'il est trop bridé pour faire la présentation que je voulais mettre en place. Ensuite, nous avons utilisé Docker. Comme vous connaissez tous Docker, c'est vraiment c'est vraiment un outil très important dans le monde du DevOps car il permet de mettre en place des microservices et d'avoir une certaine agilité. Typiquement, aujourd'hui, j'ai utilisé Docker pour déployer GitLab, l'instance GitLab, ainsi que l'application JMeter qui permettra d'effectuer les tests, mais on reviendra un peu par la suite. Et notamment aussi la construction d'images via les Dockerfiles. Nous utiliserons aussi Ansible comme orchestrateur. En fait, c'est celui qui va pouvoir nous permettre de configurer entièrement nos différents services. Et aussi, je l'ai utilisé dans le cadre de provisionneur. C'est pour ça que j'ai mis infrastructure as code, parce qu'en fait, il va déployer directement mes 3 serveurs qui seront utilisés pour cette démonstration. Ensuite, nous utiliserons GitLab. Donc, comme vous connaissez sûrement GitHub, GitLab, c'est un peu le même principe. C'est un source code management, donc un repository pour centraliser notre code et pour faire du versionning. Donc, GitLab est très, très puissant. Il permet de faire énormément de choses. Et dans le cadre de cette formation et de cette démonstration, nous l'avons vraiment utilisé en termes pour mettre en place des pipelines DevOps, mais aussi pour centraliser notre code et mettre en place des webhooks via des triggers. Nous utilisons aussi Gitflow. En fait, Gitflow, c'est l'implémentation de plusieurs branches. Le fait de travailler avec une branche de dev, enfin avec plusieurs branches différentes en fait. Une branche master qui est la branche sur laquelle normalement on déploie en production et différentes branches pour développer nos différentes features. Et comme je vous l'ai déjà dit, en fait, GitLab est aussi containerisé. J'ai aussi utilisé un nouvel outil que j'ai intégré au sein de cette pipeline, enfin ce pipeline. Alors, JMeter, qui est un outil permettant d'effectuer différents tests, notamment des tests fonctionnels, de fonctionnement de l'application, mais aussi des tests de charge pour justement savoir comment l'application réagira lors d'une soumission à des charges plus ou moins puissantes. J'ai aussi utilisé dans des containers pour simplifier et pour permettre de déployer tout ça. Voilà. Nous avons aussi rajouté dans cette pipeline des outils de sécurité car c'est très important au sein d'une chaîne d'intégration complète de mettre en place un aspect sécuritaire pour justement avoir une chaîne d'intégration complète et ne pas négliger ces aspects-là. Donc, nous avons utilisé Claire, qui est un scanner d'images. Nous scannons des images Docker pour justement analyser et trouver les failles, les vulnérabilités qu'il y a dans ces images. Et Gold, qui est en fait un outil permettant de simuler des types d'attaques, donc de type XSS, curl, que je vous montrerai durant ce pipeline. Et permet aussi de déceler les vulnérabilités à l'aide de scénarios qui sont écrits par nous-mêmes.
Voilà. Et puis pour terminer, nous utiliserons l'ordonnanceur Jenkins qui permet de mettre en œuvre les différentes briques expliquées plus précédemment. Donc, il dispose de nombreux plugins qui nous permettent justement d'être un couteau suisse et de réaliser l'ensemble des choses que l'on souhaite mettre en place. Nous utiliserons, nous, le Jenkins file en script et non en DSL. Donc, je vous expliquerai un petit peu par la suite pourquoi ce petit changement par rapport à l'habitude, parce que nous, on avait l'habitude d'utiliser le DSL, donc c'est en fait des déclarations. Et nous utiliserons les shared librairies qui permettent de factoriser le code et justement d'écrire de moins en moins de code et de pouvoir piocher, on va dire, différentes briques dans un repository central. Donc voilà aujourd'hui l'infrastructure qui sera mise en place. Donc nous avons notre serveur master qui comprend Jenkins, GitLab, JMeter, Ansible et notamment ces deux modules-là qui sont containerisés, GitLab et Ansible. Je vais vous montrer maintenant d'abord comment se compose mon repository, mes différents projets. Donc je dispose de 4 repositories différents. Donc un avec Docker JMeter qui en fait permet d'avoir l'application JMeter containerisée. Un avec les shared librairies, comme je vous ai expliqué précédemment, permettant de factoriser des morceaux de code du Jenkins file. Un comprenant MyPipeline, en fait, c'est celui qui contient l'ensemble de mon code Ansible, avec les différents rôles et le Jenkins file. Et le repository concernant l'application. Donc, c'est un repository simple avec un Jenkins file et le code source de l'application déployée par une autre personne, développée par une autre personne. Donc voilà, on peut revenir rapidement sur l'avancée du pipeline. Donc, on peut voir que celui-ci est toujours en cours de déploiement. Donc, tout se passe bien pour le moment. Il n'y a pas les problèmes liés à l'effet démo. Donc voilà, revenons à notre infrastructure. Comme je vous ai dit, alors nous avons notre serveur central et nous déploierons en fait 3 serveurs distants. Donc un serveur de build où seront en fait effectués les builds des différentes images et les tests de vulnérabilité, le scan des différentes images. Un serveur de staging pour effectuer nos différents tests, donc similaire au serveur de production. Donc, en fait, on effectuera, comme je vous ai dit, différents tests sur l'application elle-même afin de pouvoir la déployer sur le serveur de production quand celle-ci sera validée par, on va dire, un manager ou un tech lead. Voilà. Donc, le pipeline se compose de différents stages. Donc, une partie intégration continue, donc CI, Continuous Integration. Une partie déploiement continu, donc une partie qui permettra de déployer. Et la partie complète, en fait, continuous delivery, c'est en fait l'assemblement des deux. Donc l'intégration continue et le déploiement continu. Donc c'est l'assemblement des 2 stages différents précédents. Voilà. Donc premièrement, on va expliquer comment fonctionnent les différents stages. Alors, dans la partie intégration continue, nous avons une personne qui on va effectuer un commit, donc il met à jour, l'utilisateur met à jour le code source de l'application ou celui de l'infrastructure et il commit les changements sur la branche de développement des features appelées dev. Les modifications seront alors envoyées sur le SCM GitLab, donc sur notre repository central GitLab. À la suite de ça, la pipeline est automatiquement déclenchée via un trigger déployé sur Jenkins et via des webhooks. Donc, en fait, ce sont des événements qui permettent de déclencher des pipelines suite au push, à la mise à jour et au push de notre code sur notre repository. Donc, le premier stage, c'est le test unitaire du code de développement. Donc, en fait, le code source de l'application est testé, Dockerfile et Python, afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Car c'est important, en fait, plus on va déceler l'erreur rapidement,
plus, moins ça coûtera cher en fait. Donc c'est très important de déceler les erreurs le plus rapidement possible. Dans une deuxième partie, on teste cette fois-ci le code de type infrastructure, donc langage de type Bash, YAML ou Ansible, afin toujours de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc cette fois-ci, c'est vraiment le test lié au déploiement et au développement de l'application, déploiement de l'application et de l'infrastructure. La partie suivante est le build de l'artefact. Donc sur le serveur de build, plusieurs artefacts, les artefacts, ce sont les images Docker, sont buildés sur le serveur. Donc voilà. Ensuite, une partie sécurité, donc le scan des différentes images. Donc nous allons builder 2 images et scanner ces 2 images pour justement détecter les éventuelles failles de sécurité et les reporter à l'équipe de sécurité. Et une fois que tout cela a été effectué, on va pousser nos artefacts, donc nos 2 images Docker, sur le GitLab Container Registry. Donc en fait, c'est une registry Docker qui est intégrée directement à l'application GitLab. Voilà, donc la partie intégration continue est terminée. Cette fois-ci, on passe dans la partie déploiement continu. Donc la partie déploiement continu, en fait, elle consiste à déployer notre application sur les différents serveurs. Donc l'application est déployée dans des containers Docker sur le serveur de staging grâce aux 2 images récupérées sur le container registry GitLab qui ont été en fait pushées précédemment. Donc nous allons tester dans un premier temps que cette application est disponible. Donc l'application est testée afin de vérifier que celle-ci est bien déployée et disponible. Ensuite, nous allons faire une analyse de vulnérabilité avec l'outil Vault, en fait, qui va permettre de simuler différents scénarios d'attaque qui seront exécutés sur notre application afin de s'assurer que celle-ci est bien robuste. À la suite de ça, on va faire différents tests d'intégration, donc des tests de fonctionnalité et de charges importantes seront effectués sur l'application afin d'analyser son comportement dans des cas extrêmes. Et une fois que tout cela est terminé, l'application est alors déployée en production et les tests ont été concluants pour le développeur ou l'administrateur système. Celui-ci décide de soumettre les résultats à son manager ou son tech lead en effectuant une pull request afin de déployer l'application en production. Donc, à la suite de ça, le tech lead décide de valider la pull request et de merger la branche dev sur la branche de production master, qui est la branche de production, qui permet justement de déployer en production. Et le pipeline est une nouvelle fois exécuté, mais avec des spécifications différentes. Donc, voici comment cette fois-ci il sera effectué en fait. Donc, la merge request sera effectuée sur la branche master. Donc, on refera une partie des tests, donc des tests unitaires, de développement, du code de développement, du code d'infrastructure. On buildera toujours, non, on ne buildera pas les artefacts ici. Ça, c'est on ne va pas scanner non plus les artefacts. On ne va pas non plus les pusher. Parce qu'en fait, on saute toute la partie build parce qu'elle n'est plus nécessaire. Et cette fois-ci, on déploiera sur le serveur de production avec des tests de disponibilité et des tests d'intégration simples. Car on va dire que la partie, la partie scan des images et la partie test avec des grosses charges aura été effectuée dans la partie production. Voilà, et donc ça, c'est en fait le workflow complet de l'application du pipeline, en fait, que je pourrais vous transmettre plus tard pour bien comprendre les différentes étapes. Donc, ça résume un petit peu le pipeline, comment il est effectué. Donc, on va revenir sur notre pipeline sur Jenkins. Donc, on peut voir que celui-ci est toujours en train d'être avancé. Donc, l'étape se passe bien. Notre partie déploiement a duré 12 minutes. Donc, on peut revenir rapidement sur la console AWS. On peut voir que cette fois-ci, 3 serveurs ont été déployés. Donc, un serveur de build, un serveur de pré-production et un serveur de production. On peut voir aussi notamment que 2 security groups ont été créés. Donc, une security group appelée build et une security group deploy.
En fait, ces security groups sont importantes car elles permettent d'ouvrir les ports nécessaires pour notre application. Donc, on peut regarder par exemple la security group de build. On voit qu'il y a juste le port 22 qui est ouvert car on aura juste besoin d'une connexion SSH pour notre serveur de build. Et notre deuxième security group qui a été créé, c'est la security group deploy. On peut voir que celle-ci est différente car il y a toujours le port SSH 22 qui a été ouvert, mais aussi le port 8181 qui est le port sur lequel l'application fonctionnera. Donc, il est important de pouvoir l'ouvrir afin de pouvoir consommer notre application. Voilà, donc on peut revenir aussi sur le pipeline. Donc, il est toujours en cours d'exécution. On a la partie JMeter, donc la partie test. Donc, on peut voir que c'est en train d'être effectué. Alors, on peut revenir aussi sur les différents pipelines. Alors, moi, j'ai mis en place deux pipelines différents. Un pipeline pour le code source et un pipeline pour l'application, le déploiement de l'application. Donc, le pipeline pour le code source, il comprend deux branches, tout comme le pipeline pour le déploiement de l'application. Donc, une branche master et une branche de dev. Donc, en fait, là, je viens de recevoir la notification. Bon, le job a été effectué. On va revenir là-dessus. Donc, on peut revenir d'abord sur notre premier pipeline. Alors, un premier pipeline est effectué. Alors, c'est le pipeline, comme je vous ai dit, lié au code de développement. Donc, on clone le projet. On check la syntaxe. Donc, la syntaxe du Dockerfile et la syntaxe Python. Bon, moi, je vous avoue que j'ai un petit peu triché sur la pipeline, sur le check du code Python, parce que je ne suis pas développeur Python. Et donc, comme c'est quelqu'un qui a développé l'application à ma place, qui a développé l'application tout court, j'ai dû ignorer certaines erreurs pour justement le check soit effectué d'une façon à pouvoir être réussi. Donc, j'ai ignoré en fait certaines erreurs de linter. Donc, le linter, c'est celui qui analyse les codes. Donc, j'ai ignoré, on va dire, 1, 2, 3, 4, 6 erreurs pour pouvoir mettre en réussite et pour montrer l'enchaînement des différents pipelines. Donc, il faut savoir que ça, c'est le Jenkins Files qui est lié au repository du code de développement. Donc, il est écrit en fait en Groovy. C'est un script. Donc, en fait, ici, on déploie les propriétés, on explique les propriétés qu'on veut attribuer à ce job. Et ensuite, sur le nœud principal, on effectue nos différents stages qui sont représentés ici. Donc, ici, il y a deux stages qui sont bien exécutés avec succès. On peut voir, si on clique dessus, qu'il n'y a aucun problème avec les deux Dockerfiles, que ce soit le Dockerfile lié à l'application ou le Dockerfile lié à la base de données MySQL. Donc, ce Dockerfile, en fait, ce pipeline-là va déclencher automatiquement un autre pipeline, comme vous pouvez le voir. Je vais vous montrer ici, en fait. Quand on descend tout en bas, alors, quand celui-ci termine, alors il nous envoie une notification sur Slack et il nous envoie aussi un mail. Et il nous dit qu'en fait, qu'il déclenche un autre pipeline qui est le pipeline DevOps, le pipeline Dev, qui sera celui qui en fait construit et déploie l'application. Donc, je peux vous montrer qu'on a bien reçu les notifications. Donc, je ne sais pas pourquoi ça bug un petit peu là-dessus, mais normalement, il a été effectué avec succès. Les couleurs ne sont pas forcément bonnes, mais il a bien été effectué avec succès car celui-ci a été déclenché. Donc, on peut voir là, et on peut voir aussi la notification par mail. Et je vais vous montrer tout de suite. Donc, voilà, ça, c'est le premier job. Donc, il nous envoie nul, mais ça, c'est un petit bug aussi du résultat. Mais bon, il a été effectué avec succès car l'autre pipeline s'est déclenché et s'est effectué avec succès. Donc, on peut retourner sur notre autre pipeline, ici, qui est, comme je l'ai dit, la pipeline liée au code de développement.
de déploiement de l'infrastructure. Donc, toujours une branche master et une branche de développement. Donc, celle-ci a été déclenchée automatiquement. On peut le voir ici dans les informations. Lancé par le projet en amont, MyPipeline Source Code Dev. Donc, c'est le projet, donc c'est celui-ci. Donc, maintenant, je vais vous expliquer. Le résultat est instable, mais c'est voulu. Je vous expliquerai un petit peu par la suite pourquoi celui-ci est instable et comment définir et gérer en fait, le résultat de nos pipelines. Donc, on peut voir ici que le pipeline a été effectué avec succès, car tout est en vert. Donc, le projet a été cloné. Cette fois-ci, on a un stage de check syntaxe, donc pour checker la syntaxe de type bash, de type YAML, de type Markdown, qui est le langage utilisé pour les README. Ensuite, on rentre dans le stage développement environnement. Donc, cette fois-ci, on déploie dans l'environnement de développement. Donc, c'est un peu mon job le plus conséquent. Celui-ci comprend, on va dire, énormément de stages. Donc, je vais vous montrer un petit peu le squelette de ce projet-là. Donc, si on revient ici, on retourne dans Ansible. Et en fait, ce sont les différents rôles ici qui sont exécutés dans le fichier déploiement. Donc ça, c'est mon playbook principal qui va appeler les différents rôles qui sont décrits ici. Alors, il y a un rôle déploiement d'infrastructure. Il y a un rôle installation des prérequis. Un rôle set environnement build qui permet justement de paramétrer l'environnement de build. Un rôle déploie d'application en pré-production. Et un rôle déploie application en production. Alors, c'est des rôles ou des playbooks? Petite question. Ou des tasks, je veux dire. Oui, c'est des tasks, pardon. C'est des tasks qui appellent des rôles. En fait. Pardon, c'est des tâches qui appellent les rôles ici. Merci de me corriger. Donc, on peut voir que ce sont ces différents stages-là qui sont aussi présents ici dans le Jenkins file de l'application. C'est ici. Donc, ce Jenkins file-là, c'est le Jenkins file de l'application, du déploiement de l'application. Donc là, en fait, on met en place les informations pour configurer notre job. Donc, on lui attribue les valeurs qu'on souhaite. Et ici, on lui dit par quel moyen, en fait, on va déclencher le build. Donc, moi, j'ai déclenché mon build avec de deux façons différentes. Je peux le déclencher soit en pushant mon code, soit par le succès d'un autre build, et donc qui était le build précédent. Donc, voici les différents stages qu'on l'on retrouve ici, que l'on retrouve sur Jenkins. Donc, il y a le check syntaxe, le check Groovy, le check YAML, le check Markdown, et ensuite, on rentre dans la branche dev. Donc, ce sont des conditions qui sont effectuées si la branche name qui est récupérée ici et la branche de développement. Donc, alors, on effectue un playbook avec le plugin de type Ansible. Par la suite, on cherche les vulnérabilités avec, avec les différents conteneurs. Et ensuite, on fait la partie testing de JMeter. Et ensuite, on refait la même chose de façon un petit peu différente avec lors de la branche master. On skip en fait toute la partie sécurité, car elle a déjà été en amont. Et ensuite, à la fin de ça, en fait, on nettoie l'environnement, on clean le workspace et on notifie l'utilisateur. Il faut savoir aussi que j'ai utilisé des shared librairies, comme je l'ai expliqué. En fait, ce sont des morceaux de code qui sont développés et stockés dans un repository à part entière. Donc, je vous l'ai montré sur le repository GitLab
Mais il est là aussi, ils sont aussi ici. Donc, on peut se rendre dans Shared Library. Voilà. Et on voit ici, par exemple, que le script bash check fait appel ici à la fonction bash check ici. Donc, en fait, c'est l'exécution de ce code-là de manière, on va dire, factorisée. Ça permet de moins surcharger le playbook et de pouvoir rendre celui-ci agile et de pouvoir être réutilisé de façon à plusieurs reprises. Donc voilà, maintenant on va revenir sur nos étapes du déploiement de l'application. Donc on revient ici. Hop. On va revenir sur les différentes étapes du déploiement infrastructure. Donc comme vous avez vu, moi je suis parti d'une infrastructure à un seul serveur et j'ai décidé de déployer directement en fait mon infrastructure via Ansible et le module EC2. Donc c'est un module qui permet de déployer et de provisionner des machines virtuelles. Donc c'est tout ce qui est fait effectué en fait ici, donc déployer l'infrastructure. Mes 3 serveurs sont déployés, donc je vous passe un petit peu tous les logs. Ensuite, je récupère les fichiers qui vont être importants pour moi. Ensuite, j'installe les prérequis. Donc, tout ce qui est Docker, Pipe, dont on aura besoin sur nos serveurs, nos remote serveurs, que ce soit sur le serveur de build, sur le serveur de pré-production ou de production. Donc, j'utilise aussi déjà un rôle qui est déjà préfet, en fait, de récupérer sur la galaxie Ansible. Donc, c'est une personne qui s'appelle Gerlengi et qui fait des rôles super pour déployer, pour installer les prérequis, notamment pour Docker et pour Pipe et pour Python. Donc ça, c'est toute la partie install des prérequis. Ensuite, on set l'environnement. Donc, on met en place l'environnement. Donc, je crée en fait les répertoires qui vont bien. Je copie les certificats car ils sont importants pour pouvoir se connecter à notre GitLab Container Registry que je vous montrerai après par la suite. Je me log sur ce Container Registry. Ensuite, je récupère le code qui est nécessaire. Je build mes 2 images. Donc, l'application Phonebook Image et l'application le Phonebook MySQL. Ensuite, une fois que ces images sont buildées, cette fois-ci, je passe dans le nouveau rôle donc, qui est scan et push à l'artefact. Donc, je déploie mon conteneur clair en fait et sa base de données pour pouvoir analyser et scanner mes 2 images. Donc, on voit que l'image Phonebook Application, elle n'a aucune vulnérabilité. Mais par contre, on voit que l'image Phonebook MySQL, en fait, elle a énormément de failles. Donc, on peut voir ces failles, en fait, ici. Donc, il nous montre bien qu'il y a un paquet de failles de type CVE. Et pour voir à quoi correspondent ces failles, vous pouvez aller les rechercher directement sur Google. Bon, moi, j'ai décidé d'ignorer ces différentes failles parce que sinon, le build aurait été en échec. Donc, on va simuler qu'il n'y a aucune faille et on va, dans ce cas-là, pusher nos différents artefacts sur le container registry GitLab. Donc, je vais vous montrer où celui-ci se situe. Alors, il se situe dans projet. Alors, voilà, le container registry est ici. Donc, c'est le container registry qui est déployé en local, sur une machine virtuelle. J'ai préféré faire ce choix-là pour éviter d'utiliser le Docker Hub, car ça permet d'avoir, savoir que GitLab héberge un container registry, donc pourquoi pas l'utiliser. Donc, vous voyez bien ici que mes 2 images ont été pushées il y a 17 minutes, donc ce qui correspond bien au début de notre pipeline. Donc, en fait, ces images-là sont pushées ici. Ce qui est important. Encore 10 minutes de présentation.
Yes. Donc ensuite, on revient sur voilà. Donc après, on nettoie, on clean l'environnement build et on passe au déploiement des applications, de l'application en pré-production et en production. Donc bon, bah, on récupère, on copie tout ce qui est certificat, on crée le réseau, on déploie les applications en pré-production et on s'assure que l'application est bien disponible. Donc voilà. Ensuite, on passe à la partie scanner, la partie XSS en fait, simulation et génération des attaques. Donc, moi, j'ai généré deux types d'attaques différentes. Une attaque de type XSS que vous retrouverez ici. Ouais, que vous retrouvez ici. Et une attaque de type curl en fait, avec des scénarios différents. On voit bien que en fait, les scénarios sont bien passés, donc on peut passer aux choses suivantes. Là, c'est l'attaque de type XSS. Et ensuite, on passe à la partie JMeter, une partie très importante et très intéressante, car elle permet justement aussi de tester l'application. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé, comme je l'ai dit, un conteneur JMeter qui permet de tester notre application. Donc, on peut se rendre sur l'application, voir celle-ci, la voir en direct. Donc, vous voyez l'application ici. Donc, moi, ce que j'ai effectué, en fait, avec JMeter, il faut savoir qu'il y a deux étapes. Configuration du plan et application du plan. Donc, la configuration du plan se fait avec une interface graphique. Et ensuite, on génère, on applique ce plan sur les serveurs qu'on souhaite. Donc, moi, j'ai appliqué, en fait, j'ai simulé des requêtes. Donc, je lui ai envoyé un certain nombre de requêtes que vous pouvez voir ici. Je lui ai envoyé 15 000 entrées en base de données. Et on peut voir qu'au final, il y a un certain nombre qui ont réussi et d'autres qui n'ont pas réussi. Donc, au final, on peut voir ici qu'il n'y a que 12 000 entrées qui ont été injectées au lieu des 15 000. Donc, ça veut dire que l'application a certains problèmes. Donc, ça, c'est les logs que je vais vous passer. Ce n'est pas très intéressant. Le plus intéressant, c'est ici. C'est vers la fin. Donc, en fait, ici, on peut générer, on peut en fait donner le résultat du but que l'on souhaite. Il faut savoir que moi, j'ai décidé, en fait, ici, de mettre le job en instable à partir de 10% d'erreur et le job en failure à partir de 50% d'erreur. Donc ici, on voit bien qu'on a eu 23% d'erreur, donc le build se retrouve en instable. Donc j'ai choisi le comportement que je souhaitais, parce que pour moi, bon après, c'était juste dans le cadre du TP. Mais voilà, c'est des indicateurs qui peuvent être très importants et qui peuvent être dirigés. Si vous souhaitez mettre un indicateur, si vous avez par exemple en production ou en pré-production un certain nombre d'erreurs, en fait, vous gérez le seuil que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà, la suite de ça, il nous envoie un message sur Slack et par mail. Donc c'est le deuxième mail que j'ai réussi ici. Il me dit bien que le build est instable. Et on peut revenir vite fait sur Slack. On voit bien qu'ici, le build est instable. Donc voilà, on peut aussi regarder vite fait en partie le report qu'il nous a fourni, parce qu'en fait, il nous fournit un report qui est intéressant à voir. Donc ici, on voit que le build est instable, le job est instable, et on peut aller voir dans Performance. Et en fait, il nous sort un petit peu tous les graphes dont il dispose pour se baser avec les outils de performance. Et puis là, on a toutes les requêtes qui ont été envoyées, celles qui ont réussi, celles qui sont en échec. Donc en bleu, celles qui sont réussies, et en rouge, celles qui ont été échouées. Donc voilà, bon, il y en a énormément, je vais vous passer parce qu'il y a plus de 15 000 requêtes. Donc voilà, on voit que l'application a bien été déployée en pré-production et que celle-ci a subi un certain nombre de tests et que bon, ils ont été plus ou moins concluants, mais on va quand même décider de passer l'application
en production. Donc, on revient sur notre container, sur notre GitLab. On revient sur notre projet, donc sur le pipeline. Et on va simuler une merge request. Donc, c'est pour, en fait, valider, comme j'ai expliqué lors de la présentation, valider le code de développement et le basculer sur la branche master pour déployer l'application en production. Donc, on va dans merge request. On crée ici une merge request. Donc, on merge la branche dev sur la branche master. Et en parallèle, on va regarder ce qui se passe ici sur la branche master. Voilà, donc là, il n'a pas lancé. Hop. Je compare les branches. Bon, je souligne. Et je merge. Donc la merge request a été effectuée. Et là, on peut voir que le build, normalement, il va se déclencher. Voilà. Donc le build, cette fois-ci, est redéclenché automatiquement. Mais vous pouvez voir que certains flags ont changé. Cette fois-ci, on repasse en production environnement déploiement et production environnement JMeter. Donc, on refait l'ensemble du pipeline avec les spécifications que j'ai souhaité attribuer, mais avec des tests beaucoup plus light. Donc, ce job-là devrait être beaucoup plus rapide, car l'essentiel a déjà été fait en amont. Après, ce qui est bien avec le plugin avec JMeter, c'est que bon, c'est un outil de test parmi tant d'autres, mais il peut nous permettre d'avoir des rapports différents, des graphes, et d'observer un petit peu les comportements que l'on souhaite mettre en place. Donc là, on peut voir que tout se passe comme il faut. Et on repasse à la partie JMeter test. Et je viens de recevoir sur Jenkins ma notification, congratulations. Mon build sur la pipeline master a été effectué avec succès. Et par mail aussi, j'ai reçu la notification à l'instant. Donc, on peut retourner cette fois-ci, on peut voir que on va récupérer l'adresse IP de notre serveur. C'est laquelle? On a récupéré notre adresse IP de notre serveur de production. Et on peut voir que cette fois, j'ai fait de simple test et j'ai injecté 3 personnes en fait. Moi, Diran et Lucie. C'est une personne de notre formation. Hein. C'est juste pour vous montrer un second test. Et on peut revenir vite fait rapidement sur la partie JMeter. On voit ici que les seuils ont été réglés à un autre niveau. On voit que j'ai 0% d'erreur. Et j'ai décidé cette fois-ci de régler, par exemple, au-delà de 20%. Au-delà de 20% d'erreur, mon build aurait été en erreur. Donc voilà, la pipeline, les 2 pipelines sont bien effectués. Notre application est consommable en production. On l'a bien testé, on l'a bien malmené en pré-production avec l'injection de 12 000 requêtes. Donc voilà, et puis là on voit que celle-ci est fonctionnelle, hein. On peut tout simplement tester ici que celle-ci fonctionne bien. Voilà. Ok. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette très bonne présentation. À part si tu voulais rajouter quelque chose, Samy. Non, si vous avez des questions. Ok, très bien. Donc effectivement, il y avait plein de choses. Je vais déjà commencer par mes questions à moi. Donc j'ai 4 questions. La première question, c'est comment est-ce que tu as configuré Jenkins pour qu'il envoie des mails?
pour envoyer des notifications mail. Est-ce que tu as fait un serveur SMTP ou alors tu as fourni ton mail pour qu'il l'utilise? Comment est-ce que tu lui as donné la partie mail? Pas du tout. Alors, c'est assez simple. Non, c'est pas assez simple parce que pas besoin de configurer. Enfin, si, il y a besoin de configurer notre serveur SMTP. Je vais vous montrer ça rapidement. Tac. En fait, quand on utilise Google, c'est assez sécurisé. Il y a pas mal de petites choses à faire. Oui, voilà, le Gmail. Ouais, le Gmail ouais. est un petit peu compliqué à utiliser. Alors, si on revient sur ici Jenkins, hop. Mhm. Donc, en fait, j'avais utilisé deux plugins différents, mais le plugin natif qui est directement installé, il suffit. Donc, on va dans Mail ici. Hop. Notification par mail. Alors, c'est ici. En fait, il faut configurer un serveur, le serveur SMTP Gmail. Oui. Ah, Configurer. du coup, tu fournis ton mail comme serveur SMTP. Ok, ça marche. Effectivement, je voulais savoir comment tu passes en fait par ton mail. Ok, très bien. Deuxième question, pourquoi utiliser les jobs DSL et pas la déclaration, le mode déclaratif que l'on a utilisé? Ah, pourquoi utiliser le mode script? Oui, c'est ça. Le mode, effectivement, le Groovy. Ah, le Groovy. Bah, en fait, parce que j'ai suivi une autre formation en parallèle et puis j'avais envie de mettre ça en place parce que je voulais tester différentes méthodes. Ok, très Donc, bien. Il n'y a pas forcément un avantage particulier parce que c'est ça ma question en fait. Je veux savoir en termes de facilité d'usage, en termes en de termes de facilité d'usage, on va dire que le DSL, c'est quand même plus facile. Après, j'ai l'impression qu'on peut faire quand même plus de choses avec le script. On peut Ok. avancer, notamment, regarde, quand je t'ai montré ça tout à l'heure, Mhm. la partie configuration ici, en fait, et je pense qu'on peut l'utiliser que comme ça, regarde. Si tu vois cette partie configuration-là, Mhm. en fait, elle va configurer directement le job. Tu Mhm. vois ou pas? Ici, si Ok. je me rends dans... Je vais te Ah, montrer vite fait. Là. donc, tu peux le paramétrer, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Il le paramètre automatiquement. Il va scanner le Jenkins file qui est sur ton repository. Donc le Jenkins file qui est ici. Et il va créer le job, mais forcément, le job est déjà créé s'il appelle le Jenkins file. Ouais, mais en fait, moi j'ai pas créé une branche, j'ai pas créé un job pipeline, j'ai créé un job multi-branche pipeline. Ah, ok, ok. Et il le paramètre directement. Ok, ça Donc en marche. fait, il a besoin ici, regarde, là tu as deux branches. Mhm. Une fois que tu es sur la branche dev, tu accèdes à la configuration ici. Mhm. Et il est configuré automatiquement avec les informations que tu l'as fournies ici. Donc, il découvre dynamiquement en fonction de. Il crée un job C'est euh, en fonction de la branche et ça, il découvre dynamiquement les branches. exactement. Ok, ça marche. En fonction de ça, il prend le Jenkins file qui va bien. Ok, c'est noté, merci. Et ensuite, ma troisième et avant-dernière question, c'est de savoir comment est-ce que tu récupères dynamiquement l'adresse IP des hôtes sur lesquels tu vas déployer ensuite l'application. Alors ça, je le récupère en fait via mon playbook et mes différents rôles. Alors, je vais te montrer Mhm. ici. Alors, deploy infrastructure. Non, c'est pas vrai. C'est mon task. En fait, ici, il y a une fonction qui permet, je joue avec les tableaux en fait. Ici, je déploie mon EC2 Oui. avec tous les paramètres qui vont bien. Et tu Et, registres. et voilà, je registre l'ensemble des paramètres. Je Mhm. récupère l'adresse IP publique avec un setfact en fait ici. Ah, ok, ok. Get, set, fact. Alors, il récupère l'IP public à partir de la variable que tu as faite. Et tu utilises la même variable après?
Ouais. En fait, celle-là, je l'ai définie. Celle-là, je l'ai utilisée. Enfin, j'ai défini pour l'utiliser dans d'autres playbooks. Ah, ok. Alors Ok. que celle-ci, j'utilise dans celui-ci. Donc là, j'ajoute un autre en fait. Mhm. Dans la variable, je fais une boucle sur la EC2 build ici, sur Oui. l'instance, Mhm. et je récupère l'IP public que j'adresse, que j'affectue, enfin, ouais, j'adresse au groupe, j'affecte plutôt au groupe, host groupe name build. Ok. Mais du coup, comment est-ce qu'il va récupérer à chaque fois qu'il va créer, en fait? C'est ça que j'ai pas vu. Bah, en fait, il le fait dynamiquement, il récupère ici. Tu appliques ton playbook. Alors, mais du coup, parce que tu as demandé de créer plusieurs instances, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Quand tu demandes de créer plusieurs instances, en fait, il récupère ensuite le groupe de quelle phase, l'adresse IP. Parce que j'ai vu là. Il le récupère comme ça, en fait. Alors, à quel niveau tu lui donnes, en fait? Parce que je veux en fait savoir quelle est la liste des machines, en fait, à créer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah, en fait, il le récupère ici, simplement comme ça. Tu lui as donné. À chaque fois, je lui mets en. Ah, tu fais deux actions différentes. Ouais, c'est ça. Ah, tu crées le premier, ensuite tu crées le deuxième. Ok, ça marche. Je pensais que tu créais à partir d'une liste, en fait. Non, 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 non. Je crée en fait. Au début, je crée tout d'un coup. Je crée Mhm. tout d'un coup et après, je souhaite faire effectuer les fonctions sur les différents autres. Donc, je Mhm. récupère les différents autres que j'ai créés là et Mhm. j'effectue ce que j'ai à faire en fait. Ok, donc tu rajoutes dans les groupes. Ouais. Ok, ça marche. Très intéressant. Et dernière question, comment avec ton outil, tu fais de l'injection, je vais y arriver, pour créer des objets dans l'application? Tu utilises l'API de l'application? Alors, ouais, c'est ça en fait. Ce qu'il faut faire, c'est comme je l'ai dit, je vais expliquer, il y a deux façons de faire, il y a deux étapes à faire. Alors, Oui. dans un premier temps, on se connecte via une interface graphique, donc de Mhm. Gmeter. Donc, on génère un plan, c'est ce qu'on appelle un plan. Ah, ok. Et ensuite, en fait, celui-ci va nous fournir un fichier au format JMX. Mhm. Donc, moi, j'ai fourni deux formats. Mhm. Deux fichiers, un pour le dev et un pour la Ah, production. ils ont toujours le même scénario qui va jouer en fait. Il va Ouais, non, toujours créer les mêmes euh, utilisateurs. bah non, justement, non. Parce que j'ai justement, regarde, en pré-production, j'ai généré 15 000 entrées. Et dans le deuxième, j'ai généré que 3 entrées. Alors, mais comment tu demandes de variabiliser les utilisateurs qu'il va créer? Tu vois, les entrées qu'il va créer. Comment est-ce que tu fais une différence en fait? Comment tu demandes de changer par exemple entre deux entrées? Et bah ça, faut le faire lorsque tu génères le plan, en fait. Lorsque tu paramètres et tu configures ton plan. Ah, mais du coup, qu'est-ce que tu variabilises à l'intérieur du plan en fait pour qu'il puisse donner 1000 noms différents par exemple? Ah, bah ça, c'est des boucles, en fait, qui sont effectuées directement dans l'application. Ah, en fait, quand tu es dans l'application, c'est dans l'outil que tu paramètres en fait pour qu'il C'est te ça, génère. ouais. En fait, ouais. Exactement. Ah, tu lui dis le nombre de fois, mais il doit te générer donc des nombres génériques, je veux dire des noms génériques pour les utilisateurs. Ouais, bah en fait, c'est moi qui le paramètre comme je veux. J'ai paramétré, par exemple, j'ai pris nos trois noms à nous, j'ai pris le tien, celui de Lutti et le mien. Oui. Et C'est ensuite, pour les bah, 15 000. C'est ça qui en m'intéresse. gros, en gros, ils sont définis ici. En fait, le truc, il génère par défaut, enfin, il génère des requêtes. En fait, tu paramètres comme tu veux, quoi. Moi, Uh-huh. j'ai décidé de générer que trois noms et de faire une boucle de 5000 dessus, en fait. Ah, donc il va créer des entrées avec les mêmes noms. Oui, c'est ça, en fait. Si tu Ah, regardes l'application, ok, il n'y a que ok. trois noms. Là, il y C'est a là le où mien, il y a celui de, il y a le mien, il y a celui de le mien et celui de Lutti, en fait. tu du nombre d'itérations. C'est ça, exactement. En fait, je fais une boucle. C'était vraiment pour tester, on va dire, la charge et voir ce qu'elle pouvait encaisser l'application. Donc voilà. Mais il faut bien noter qu'il y a deux étapes. C'est vraiment une première partie, c'est configurer et créer ce plan. À la rigueur, je pourrais vous montrer à l'occasion. Ok, Et c'est bon. ensuite, il génère un fichier GMX que celui-ci va être appliqué par le conteneur Docker JMeter. Ok, 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 ok. Parfait. En tout cas, merci, ça répond à mes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, est-ce que tu peux des questions? Bah, s'il y a des questions, je suis là. Après, je suis disponible aussi sur le Slack. Et puis, je vais pousser mon repository dans la foulée.
Ok, très bien. Donc, je pense que ça pourra en inspirer certains. Peut-être qu'il y a des questions qui arrivent. On va voir si Gaston a éventuellement des questions. Alors, pour information, on aura une autre soutenance jeudi, donc après-demain, jeudi entre 20h30 et 21h30. Voilà, pour information. Si Gmeter, il peut tester aussi les fonctionnalités. En fait, il faut savoir que Gmeter, il est très 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 puissant. Et moi, je l'ai utilisé vraiment de façon un peu basique, mais on peut faire énormément de choses avec. Et donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir s'y pencher un peu pour voir ce qu'on peut faire. Mais là, dans les deux, je fais un peu des deux. Je teste que la fonctionnalité ajout d'un contact, ça marche. Et je teste la charge, combien la base de données elle peut recevoir de données en fait. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Oui, Martial, on t'écoute. Quelles ont été mes difficultés pour réaliser tout ça? J'ai eu énormément de difficultés en fait, parce que dans un premier temps, j'étais parti avec la solution qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire de faire du Docker in Docker, de faire du Docker dans du Docker, avec l'installation et le déploiement de Jenkins dans un conteneur. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'aurais des problèmes pour monter les volumes. Et en fait, il monte un petit peu les volumes où il veut et de façon un petit peu aléatoire. Donc, je suis vite reparti sur une installation en dur de Jenkins parce que c'était la meilleure façon de faire. Parce qu'on se rend vite compte que faire du Docker dans du Docker, ça devient vite compliqué. Ensuite, les difficultés que j'ai eues aussi, c'était aussi au début, j'avais, comme je t'ai dit tout à l'heure, Martial, avec Ansible. Sur JMeter, on travaille, sur JMeter, sur le container Jenkins, on travaille avec du Ansible 2.5 et en dur, là, la dernière version, c'est 2.8, donc forcément, il y a pas mal de modules qui changent et la syntaxe, elle change pas mal aussi. Après, j'ai eu des problèmes de configuration de Jenkins aussi. Il fallait bien configurer les utilisateurs, exécuter, choisir le bon utilisateur. J'ai dû aussi créer, comme je vous ai montré ici sur AWS, j'ai utilisé mon compte personnel parce que sur Educate, on est trop limité. Et comme vous pouvez voir ici sur mon serveur GitLab, j'ai utilisé une instance qui est assez puissante, une T3A 2X large, qui consomme beaucoup aussi. Donc, je vais vite l'arrêter après le TP. Parce que c'est une VM avec 32 Go de mémoire, de RAM. Donc, ça permet d'effectuer pas mal de choses. Et en fait, JMeter, il consomme beaucoup. Il consomme énormément parce qu'il utilise du Java. Et j'avais des problèmes aussi avec sur la simulation des attaques XSS. Donc c'est pour ça que j'ai dû repasser sur un serveur GitLab beaucoup plus puissant et lui attribuer une adresse IP publique fixe. Comme vous voyez ici, j'ai une adresse IP élastique que j'ai attribuée pour pouvoir justement stopper et redémarrer mon serveur et pas perdre mon adresse IP. Parce qu'à chaque fois, reconfigurer, c'est compliqué. Et c'est là qu'on voit en fait l'intérêt d'avoir des ressources, on va dire, stables sur le cloud. Parce que si à chaque fois, on doit perdre notre adresse IP et reconfigurer, ça devient vite compliqué. JMeter, c'était sur un serveur dédié? Non, c'est vraiment sur GitLab. Ah, attends, non, je dis JMeter, le service même JMeter, c'était installé sur GitLab?
Ah non, non, pas du tout. En fait, c'est sur une VM, ouais, sur une VM perso. Alors, sur une VM perso, mais du coup, comment tu demandes à Gmetro d'aller attaquer du coup ta VM à partir de Jenkins? Ah non, en fait, ce que je fais, en fait, comme je t'ai dit, sur ma VM perso, je génère les plans. Oui. Je génère les plans via l'interface graphique. Ah, ok, mais du coup, c'est l'autre qui teste. C'était bien Jenkins qui va lancer les Ouais. fichiers. Bah, en fait, oui, je génère les plans, donc je Mhm. récupère les fichiers JMX et après, je les mets sur mon serveur Jenkins et lui, il s'occupe d'exécuter les plans. Ah, voilà, donc nous, il a le démon qui permet d'exécuter. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Bah, en fait, le démon, il l'a via Docker. J'installe, j'utilise Docker. Ah, tu as un conteneur. Ok, Ouais, tu as un conteneur. Ok. j'utilise un conteneur Docker parce que c'est beaucoup plus simple. Ok, ok, je vois. Oui, effectivement, comme on l'a vu en cours. Ok, Ouais. parfait. Voilà, en fait, c'est là qu'on se rend compte à quel point c'est important l'utilité des conteneurs, en fait. Mm. Très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, mesdames et messieurs? Sinon, comme je vous disais, il y aura une autre soutenance jeudi. Très attendue aussi, très, très attendue. Très attendue. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie pour votre participation. Je remercie également Samy d'avoir produit un travail d'une telle qualité visuelle, auditive même à la limite. Ce fut un plaisir et vous voyez effectivement pour la promotion en cours que vous avez du travail. Mais à la fin, vous produisez quelque chose de correct et qui peut être valorisé. Parce que ça peut vraiment être votre carte de visite et voilà, vous montrer ça. On sait, c'est pour ça que j'enregistre la séance. Vous pourrez le montrer même à vos enfants et petits-enfants. Donc c'est good. Bah, Sur écoutez, ce, merci à tous pour votre attention et puis merci Diran pour cette formation très apprenante. yes, difficile peut-être au début, mais à la fin, on réalise des choses comme ça et ça fait plaisir. Exactement. Très bien. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous laisser méditer cela. L'enregistrement sera disponible si vous le souhaitez. Julien est en train d'écrire quelque chose. Ah, merci. Ok, ça marche. Allez, ciao, ciao à tous et à la prochaine. Salut. Yes.